Aujourd'hui, Élise Serrano va vous présenter Philippe Bourriette, qui est un photographe d'image. J'ai bien dit, Philippe? Oui, photographe. Bon, Philippe, je vous ai connu photographe professionnel à Argelès-Gazost. Vous développiez mes photos qui n'étaient jamais très bonnes, hein. Mais lorsqu'un jour j'évoquais votre talent devant un membre de votre famille, je lui parlais de votre professionnalisme. Celui-ci m'a dit d'une manière assez catégorique, mais Philippe, ce n'est pas un commerçant, c'est un artiste. Et cette personne qui vous connaissait bien me disait que vous pouviez recommencer le tirage d'une photo plusieurs fois, tant que vous n'étiez pas entièrement satisfait de votre travail. On est loin du tirage des bornes automatiques. Le temps a passé et de passage à la galerie 20, je vois une série de photos signées Philippe Bourriette. Je m'informe et Madame Hirsch, la galeriste, me dit que le photographe qui expose chez elle est bien le même Philippe Bourriette que j'avais connu il y a fort longtemps. Donc, Philippe, vous allez nous dire d'où vient cette passion pour la photo. Alors exactement, je ne sais pas d'où ça vient. Je me rappelle tout petit, vers 7-8 ans, m'amuser avec des appareils photo et avoir le souhait d'en posséder un. Et je crois que c'est ma grand-mère qui m'en avait offert un, ensuite mes parents pour Noël. Mais je ne peux pas expliquer d'où ça vient. J'ai toujours eu ce désir de faire des images. Donc ce n'est pas une tradition familiale. Du tout, non. Mais je crois que dans votre vie, il y a eu une rencontre qui vous a marqué. Je pense que vous avez rencontré Monsieur Guy Joisville. Oui. Vous pouvez nous parler de lui? Alors, avant de parler de Guy Joisville, j'ai voulu vraiment faire de la photographie. Donc, après le bac, j'ai fait quelques études d'histoire de l'art. Et ensuite, je suis parti dans une école de photographie à Nîmes, dont le directeur, en fait, une école pas au sens classique, c'est plutôt un atelier qui enseignait à domicile. Il avait tout ce qu'il fallait pour, salle de cours et laboratoire. Il était à l'origine il faisait partie des premières rencontres de la photographie d'Arles. Et il a été directeur des laboratoires. C'est Serge Gall, qui est décédé maintenant, mais qui a créé vraiment une école particulière. C'est aussi lui qui a enseigné une technique particulière qui vient d'un Américain, Ansel Adams, qui était venu rencontre d'Arles. Et c'est une technique particulière pour restituer les valeurs de gris, enfin du blanc au noir de manière très précise. Et il a appris cette technique avec cet Américain et c'est lui qui l'a diffusée en France. Et c'est très compliqué de nous expliquer cette technique. Oui, disons que il faut beaucoup mesurer la lumière, les hautes lumières, les basses lumières, et arriver à rendre à ce que sur le négatif, ensuite sur le papier, les valeurs qu'on a vues soient rendues, mais de manière très précise. Alors c'est peut-être pour cela que vos photos sont toujours en noir et blanc. Oui, après j'aime le noir et blanc surtout pour des raisons le papier. Il y a une matière en argentique, je parlais évidemment pas numérique. Il y a il y a des qualités de papier qu'on ne trouve pas en couleur, oui. Surtout. Bon, alors il y a eu la rencontre de cette personne et à partir de ce moment-là, vous avez fait des photos. Oui, alors là j'ai découvert la photographie parce que je croyais la connaître à travers les magazines que je pouvais lire. Et effectivement, déjà il invitait des photographes à l'école qui venaient nous rencontrer. Et j'ai vraiment découvert la photographie. C'est-à-dire je pensais, je connaissais les grands noms de la photo, Doisneau, Cartier-Bresson, etc. Mais là j'ai vraiment découvert des univers très particuliers que je ne soupçonnais pas. Donc déjà il y a eu cette découverte culturelle, on va dire, des grands photographes. Après l'année durait, c'est une formation sur un an, donc on apprend beaucoup de choses en un an et il faut le digérer tout ça. Après j'ai aussi fait un stage ensuite à Toulouse chez un tireur noir et blanc qui s'appelle Michel Paradinas, où on travaillait pour des photographes auteurs, on éditait des images pour des livres et aussi des tirages pour le château d'eau, il arrivait de faire. Donc j'ai passé pas mal de temps avec lui. Et ensuite, je me suis installé photographe Argelès-Gazost, donc là, photographie très classique, photographe de quartier, où je faisais du mariage, du portrait,
développement photo. Et ensuite, j'ai eu la grande chance de rencontrer un monsieur qui habitait à côté, qui s'appelle Henri Bellan, et qui est un grand amateur d'art en général et de photographie en particulier, et qui a voulu m'acheter une photo. Et alors souvent, quand je vendais des photos, on trouvait que c'était très cher, on les achetait à 10 ou 20 francs. Et là, il a trouvé que c'était pas cher, donc j'ai été moi-même surpris. Et c'est un monsieur qui est assez réservé, moi aussi, donc on s'est vu très régulièrement et on s'est découvert vraiment sur du long terme. Ça me touche beaucoup ce que vous dites parce que mon fils voit Monsieur Bellan Oui. au moins une fois par semaine et il s'entend aussi très bien Ouais. avec lui pour discuter d'art. Apparemment, c'est Ouais. un connaisseur Ah oui, oui. plus qu'éclairé, quoi. Ah oui, oui, tout à fait. D'après Franck, Monsieur Bellan est un véritable connaisseur. Ah oui, Oui, oui. oui. Et collectionneur là, aussi. Ouais. Mais je ne savais pas que vous le connaissiez Oui. et qu'il avait. Alors je pense que puisque d'après Franck, son goût est très sûr, s'il vous a acheté une photo il y a fort longtemps, c'était bon signe pour vous. C'est quelqu'un qui a beaucoup compté pour moi, qui m'a beaucoup. Si je fais toujours de la photographie, il y est pour beaucoup. Et donc lui, il m'a présenté à Guy Joisville, qui s'occupait du parvis à Tarbes. Et je sais que le Parvis organisait une expo photo à la gare de Pierrefitte. Et je lui avais dit que je n'étais pas sûr si je pouvais m'y rendre ou pas. Et il a insisté vraiment pour que je vienne présenter mon travail. Et donc, en fermant mon magasin, je suis parti à Pierrefitte. J'ai rencontré Guy Joisville, il m'a rien dit, il a regardé les photos. 5 minutes après, à tous ces vernissages, il y avait du Madiran. Il m'a demandé si j'aimais le Madiran, on a commencé à discuter de tout et de rien. Et le lendemain, il m'a appelé, il m'a dit je t'expose au mois de mai au Parvis. Voilà. Et donc j'ai aujourd'hui les deux sont devenus des amis, on se voit, et ils m'ont toujours soutenu et conforté dans ce que je faisais. Vous avez démarré avec des parrains sûrs, quoi, Oui, quand même, mais c'est important, ça vous met en confiance. Et Oui. Autant l'un que l'autre, ils m'ont ouvert beaucoup de portes, ils m'ont présenté à des photographes que je ne pensais pas pouvoir rencontrer, à des galeries ou des choses comme ça. Ouais. Et alors, je crois, vous avez donné des cours à l'ancienne université du temps libre. J'ai pas donné des cours, c'est Guy Joisville qui donnait des cours sur l'histoire de la photographie et il m'avait demandé de faire une intervention. Donc j'étais venu tout un après-midi, j'avais amené des photos et j'avais présenté mon travail aux gens qui étaient là. Maintenant que nous avons vu la genèse de cette passion, quelle est votre inspiration? Alors mon inspiration, au départ, j'étais très attiré par la photographie d'architecture. Et puis suite à... Je suis parti, j'ai fait mes études à Toulouse, puis à Nîmes. Et en revenant dans les Pyrénées, j'ai redécouvert les Pyrénées. J'y vivais, je ne les voyais pas. Et peut-être du fait d'être revenu, j'ai commencé à faire beaucoup de paysages en montagne. Avec de la neige, hein, avec de la neige, beaucoup, oui. Et puis alors, mes inspirations, c'est tous les photographes que j'ai pu découvrir, et notamment Bernard Plossu, que j'ai découvert à l'école de photo, parce qu'il était venu faire un stage avec nous pendant une semaine. Et donc j'ai découvert son travail, et notamment un livre en particulier qui s'appelle Le Jardin de poussière, ce qu'il a vécu très longtemps dans l'Ouest américain, quand il était jeune. Et alors à l'époque, dans les années 80, c'était la mode des paysages très grand format, pris avec une chambre photographique et tirés de manière immense. Et lui, il a photographié l'Ouest américain, qui sont des paysages immenses, et il a fait des images de tout petit format. Et il expliquait ça parce qu'il trouvait beaucoup plus intimiste, que le rapport était beaucoup plus fort, hein, qu'il fallait s'approcher de l'image et que c'est pas l'image qui vous faisait reculer pour voir la photo. Et ça a été un déclic pour moi. C'est là que j'ai commencé à faire des petits... J'ai tellement été touché par ces images que c'est à partir de là que j'ai commencé à faire des petits tirages. Et je me suis rendu compte même que j'avais des images que j'avais tirées en grand et je les trouvais plus fortes en petit qu'en grand. Enfin, moi qui ai vu votre travail, il faut vraiment regarder pour voir les détails. Enfin, Oui, il faut vraiment presque ouais. Il faudrait zoomer, quoi. Oui, Enfin, oui. presque il faudrait avoir une loupe pour les... C'est-à-dire il faut s'approcher pour voir l'image. C'est pas l'image qui s'impose à vous, il faut que vous ayez la démarche de vous approcher.
Et en plus, l'avantage que ça a, surtout en argentique, plus on agrandit l'image, plus on perd un peu en définition. Tandis que quand vous gardez un tirage de petit format, il y a une certaine finesse et je trouve qu'on perd à l'agrandissement. Oui, Ça alors m'intéresse de garder cette finesse-là. c'est pour cela que quand vous photographiez un paysage avec du brouillard, j'ai une idée précise en tête, on dirait qu'on voit même les gouttelettes, vous savez, de brouillard Oui, c'est ça. qui se posent sur sur les branches, quoi. Oui. Si je faisais des très grands formats, en utilisant, parce que j'utilise un appareil photo classique, un 24-36, je perdrais beaucoup en qualité. Je perdrais cette finesse des nuances de gris qu'on peut trouver dans la brume ou dans un nuage ou des choses comme ça. Mais maintenant, j'ai vu que il y a aussi des portraits. Oui, alors ça j'en ai toujours fait et curieusement je les montrais pas. Enfin, je tirais les photos, je les montrais pas et là je sais pas pourquoi, je me mets à les montrer. Oui, parce que moi j'étais beaucoup, beaucoup intéressée par une petite fille avec les cheveux, mais on avait l'impression que les cheveux, on pouvait les compter un à un Oui, ouais. dans cette photo. En fait, j'étais parti un dimanche me promener avec mes enfants et j'ai eu 5-6 photos, un petit miracle, vraiment qui étaient les unes à la suite des autres, qui étaient très bien. J'avais fait 5-6 photos à la suite que je voulais tirer et je cherchais à les mettre dans un ensemble. Donc j'ai cherché dans mes négatifs ce que j'avais déjà fait comme portrait d'enfant ou autre. Et donc du coup, je me suis mis à en trouver pas mal quand même. Je les ai tirés et je me suis découvert un peu portraitiste. Mais ouais. C'est comme ça que j'ai fait des séries sur les portraits. Ah oui. C'est parti de ces 4 photos en fait. Mais c'est souvent comme ça. Souvent c'est une photo qui, vous voulez la montrer, alors on essaie de trouver des photos qui vont aller avec, ou des images qui vont correspondre. Et souvent des images qu'on a mis de côté, elles vont exister parce on cherche des images pour associer à d'autres. Oui, dans le fond, vos photos, elles ne sont pas faites pour être regardées une à une, quoi. Euh, Elles sont mieux dans un ensemble, voilà, c'est ce que je comprends. c'est-à-dire en fait la photo elle peut être faite pour regarder toute seule, elle peut exister toute seule. Après il y a la manière dont on montre le travail, c'est par série ou quand on doit le présenter à quelqu'un ou dans une exposition, c'est un ensemble qu'il faut montrer. Donc souvent on peut avoir 2 photos qui vous plaisent mais côte à côte elles vont pas aller. Donc après je travaille non plus jamais, je dis pas je vais faire une série sur telle chose ou telle chose. Je fais des photos je dirais presque au feeling tout le temps. Et puis je les tire, c'est Oui, dans des c'est la boîtes. série qui s'impose Voilà. des photos. Et C'est pas après, la- je regarde mes photos et puis, ah, mais peut-être que ça irait avec. C'est vraiment en 2 temps. Il y a le temps où je fais de la photographie, où je prends des photos. Je dirais, c'est comme un carnet de route. Je me pose pas de questions en fait. Oui, comme un écrivain qui note les idées Voilà, qui lui viennent c'est ça. à la sortie de la Après, tête. je fais mes tirages, je fais mes photos. C'est dans des boîtes, il y en a un peu partout. Et après, des fois, il y a je prends mes photos et j'essaie de les associer. Et ça, c'est encore un autre travail. C'est là que je vais créer une série qui existera pour une expo ou autre. Ah oui. C'est comme ça que je fonctionne en fait. Ah, d'accord. Je pars pas sur, je vais faire une série de photos sur la montagne, il y aura une expo derrière. Je travaille pas du tout comme ça. C'est vraiment, je fais des images et au bout d'un moment, Oui, je les c'est-à-dire associe. chaque photo, c'est une inspiration propre. Oui, Hein. C'est comme, je ne sais pas moi, c'est comme un écrivain qui tout d'un coup a une inspiration, il la note, et ensuite après il voit comment ça peut se mettre dans un ensemble. c'est Quoi, ça, que ça voilà. peut faire un... C'était chou par là, c'était je crois, il me semble, ouais. Ah oui. Après, la neige et la brume m'intéressent beaucoup parce qu'il y a une lumière très particulière en général qui change rapidement et, et souvent il y a beaucoup moins d'éléments et ça me permet de faire des photos assez dépouillées que c'est un peu ce que j'aime. J'aime bien quand il y a peu de choses mais que ça s'harmonise. Voilà. Ah oui. Mais alors pourquoi vous les crantez comme autrefois, Alors, comme les photos qu'on trouve dans les tiroirs des grands-parents? ça aussi, c'était pas du tout prévu. Euh, j'avais j'ai utilisé il y a longtemps un papier
dont le blanc n'est pas blanc en fait, c'est blanc cassé. Et enfin, c'est vraiment un papier très particulier, on dirait presque du papier aquarelle, hein. Il a une matière, et ce papier est enduit d'une couche pour tirer les photos dessus. Et je ne trouvais plus tout de ce papier. Et j'ai un ami qui l'avait essayé, qui n'en était pas du tout content, il lui restait une ou deux feuilles juste. Donc comme pour faire une photo, il faut plusieurs feuilles en général. Donc je me suis amusé, c'était une feuille qui faisait 30-40 cm, à la découper en tout petits morceaux, vu que je fais des images de petite taille. Et je me suis amusé comme ça à faire une série de photos, donc c'était les photos d'enfants, les portraits. Et j'ai trouvé le résultat superbe. Et je voulais à tout prix les garder sur ce papier. Comme ce papier n'existait plus, je ne pouvais pas en procurer d'autres. Et comme j'avais coupé ça un peu, les angles n'étaient pas droits, j'ai eu l'idée de les denteler, parce qu'on m'avait donné, j'avais récupéré, je ne sais pas ça où, un truc d'un vieux photographe. Je crois que c'est pas Monsieur Brock qui m'avait donné ça, d'Argelès. Alors je me suis amusé à les denteler, je trouvais que ça allait très bien avec. Donc du coup après je me suis procuré, pas exactement le même papier, mais un qui lui ressemblait, son frère on va dire, et j'ai continué à denteler les images comme ça. Oui, parce que j'ai lu quelque part que vous employez des papiers très différents, alors du coton, barité et d'autres. Oui, Alors, vous pouvez, est-ce que c'est possible que vous expliquiez pour des profanes comme moi, par oui. exemple, ce que c'est? Alors c'est très simple. Autrefois le papier, c'est du vrai papier à base de fibres, et on appelle ça les papiers barités. Toute l'épaisseur du papier, c'est quand même des papiers qui font entre 220 ou 250 grammes. Donc c'est des papiers très épais. Et la chimie photographique est dans toute l'épaisseur du papier. Ce qui donne une richesse d'argent au papier exceptionnelle. Et après, ils ont sorti dans les années 70 des papiers sur support plastique. C'est le papier qu'on connaît tous, des photos couleurs. Voilà. Donc là, il y a juste la couche sur laquelle est l'émulsion est très fine en fait. Donc sur les papiers noir et blanc, c'est beaucoup moins riche en argent. Donc ça fait des images beaucoup moins nuancées. On va avoir des noirs moins profonds, des nuances de blanc moins importantes. Et ils ont un aspect très brillant aussi. Et après, pour des termes en conservation, ça se conserve mieux bien dans le temps, mais bon, ça, c'est pas très important. Donc, j'utilise ces papiers barités, toujours, qui existent toujours. D'ailleurs, malgré le numérique, on trouve encore beaucoup de différentes sortes de papiers. Et ensuite, le papier sur coton, là, ça, c'est vraiment très spécial. Et alors, toutes les images ne s'y prêtent pas. C'est ce papier dont je vous parlais les blancs ne sont pas blancs, ils sont ivoires. Oui. C'est comme un papier un peu aquarelle sur lequel on aurait couché une émulsion photosensible. Ah oui. Voilà. Donc j'essaie des papiers, et quand je trouve que ça correspond à certaines choses, par exemple pour la série qui était à l'atelier 20, sur les portraits d'enfants, je trouve que c'était parfait, ça correspondait très bien. Et pourquoi vous ne faites jamais de photos en couleur? J'en ai eu fait. J'en ai eu fait. D'abord, je pense que j'ai pas un œil couleur. Je pense que c'est important. Je pense que je suis pas un bon photographe couleur. Et ensuite, au niveau du laboratoire, on a beaucoup moins de liberté quand même. On ne peut pas faire tout ce qu'on veut comme on peut faire en noir et blanc. En noir et blanc, on peut jouer sur les contrastes, sur la densité. En couleur, dès qu'on modifie les choses, les couleurs changent. Donc c'est difficile de... D'après vous, c'est un travail d'artiste moins élaboré, la couleur, que le noir et blanc, quoi. Oui, parce que j'ai pas un œil de coloriste, surtout, je crois. Oui. Parce qu'après, il y a des gens qui font des choses formidables en couleur. Il y a un photographe qui s'appelle Luigi Ghiri, par exemple, un photographe italien, qui a fait dans les années 70-80 des choses superbes en couleur. Et alors, puisque vous parlez de photographes que vous trouvez bons, en noir et blanc, quelles sont vos inspirations comme photographe? Alors moi, il y a Bernard Plossu que j'ai rencontré quand j'ai fait mon école, aujourd'hui c'est une star. Plossu, à l'époque, il était quand même moins connu. Et c'est là, je vous l'ai dit tout à l'heure, j'avais découvert son livre Le Jardin de poussière, où il faisait des petits formats de paysages. Ça m'a beaucoup inspiré.
Et c'est pour ça d'ailleurs que j'avais appelé mon magasin le jardin d'images, à cause du jardin de poussière du livre de Bernard Plossu. Et bon, tout le travail qu'il a fait par la suite, j'ai toujours aimé. C'est un photographe c'est très poétique ce qu'il fait, que ce soit les paysages ou le reste. Il fait beaucoup de photographies d'architecture. Il photographie sa vie en fait, Bernard Plossu. C'est vraiment très bien. Ça, on trouve très facilement des livres de lui. Même sur Internet, on tape son nom, il y a énormément de documents sur lui. Ensuite, j'ai un photographe français, il y a Éric Dessert, qui pour moi à l'heure actuelle est le plus grand paysagiste français et excellent portraitiste aussi. Il a exposé d'ailleurs il n'y a pas si longtemps, je me demande s'il n'expose pas en ce moment à l'abbaye de Flaran d'ailleurs. Et il y en a un qui est décédé, je cherche son nom, Pierre de Fenouil. Lui aussi, je trouve extraordinaire, ses paysages. Après, il y a des photographes japonais que j'ai eu la chance de rencontrer grâce à Henri Bellan d'ailleurs, qui s'appelle Jun Shiraoka. Lui qui a un travail, pour moi c'est le plus grand photographe parce qu'il a un travail unique. Il n'y a personne qui... Ce qu'il fait, personne ne l'a fait avant lui et personne ne le fera après, je pense. Il a une manière de tirer ses images. Il photographie des choses extrêmement simples. Par contre, il les tire de manière extrêmement sombre ou extrêmement claire. Et c'est assez surprenant comme travail. C'est le travail le plus singulier que j'ai vu en photographie contemporaine. Jun Shiroka, il s'appelle. Et qui était un ami d'Henri Bellan, donc qui venait à Argelès, que j'ai eu la chance de rencontrer plusieurs fois. Il est malheureusement décédé maintenant. Et lui aussi vous a encouragé à continuer. Sûr, oui. Il ne vous a pas dit c'est nul ce que tu fais. Non, il m'a. Et c'est toujours des gens. En plus, c'est des gens extrêmement connus. Il est connu aux États-Unis, au Japon, en France. Et c'est des gens d'une simplicité à. Voilà, c'est monter photo et puis c'est très sympathique. C'est des gens très sympathiques. Voilà. Mais alors, quels sont vos projets ? Alors les projets, j'ai toujours des projets au dernier moment. Je fais toujours des photos en permanence. J'ai très souvent l'appareil photo avec moi. Je tire régulièrement de mes photos le week-end. Donc vous avez un laboratoire chez vous ? Oui. Et les projets, c'est souvent suite à des rencontres. Par exemple, Emmanuel Hirsch, c'est Guy Joaville qui me dit il y a une fille qui a une galerie, elle expose un photographe, tu devrais lui montrer ton travail. Et puis le temps passe, et puis un jour j'y vais, je lui montre, et puis voilà, c'est un peu comme ça. J'ai rencontré, alors j'ai un ami photographe aussi qui s'appelle Jean-Pierre Bonfort, qui a exposé à l'abbaye de Flaran justement, parce que chaque année ils font un thème sur le monde rural. Ils invitent un photographe à présenter un travail sur le monde rural. Et il y a exposé, il doit y avoir 3 ans, je pense, c'était avant qu'il y ait le Covid, avant la pandémie. Et donc j'y suis allé, et il cherchait un photographe qui travaille sur le monde rural dans les Pyrénées. Il lui a demandé s'il connaissait quelqu'un. Donc lui, il lui a donné mes coordonnées, il m'a téléphoné, on s'est rencontrés, et je devais y exposer l'an prochain. Mais à cause du Covid, toutes les expos sont décalées, donc normalement ça devrait se faire en 2024. Voilà, donc là c'est dans l'abbaye de Flaran. Oui, c'est un beau lieu pour exposer. Donc normalement ça devrait se faire, mais bon, il n'y a toujours rien de sûr, il faut toujours être prudent. Enfin, normalement, et j'ai ça comme projet. Et dernièrement, la semaine dernière, Henri Bellan, justement, qui était à Barcelone, un festival photo, a rencontré des gens qui lui ont dit qu'ils cherchaient des photographes. C'est un festival photo, il ne montre que de l'argentique. Alors il a dit, si vous connaissez des photographes, dites-leur de nous envoyer des dossiers. Donc je suis en train de préparer un dossier pour leur envoyer. Voilà. Donc, oui, dans le but de faire une exposition. Oui, voilà. Ouais. Si ça les intéresse, je préparerai une série et je leur enverrai. Voilà. Après, il faudrait que je prenne du temps, que j'aille à Paris voir des galeristes pour montrer mon travail. Et c'est compliqué aussi parce que si vous y allez, ils ne vous reçoivent pas. Il faut avoir pris contact avant. Et... Donc là, le jeu des relations, c'est bien aussi. Oui, non, mais c'est... Parce que comme disent les galeristes, on aurait 100 personnes par jour qui montrent leur travail. Donc, oui, c'est ça. Il faut être recommandé par quelqu'un, puis une personne en qui les galeristes ont confiance, quoi. Ouais. Parce que voilà. C'est dans le fond, c'est difficile de percer. Oui, parce que je vais vous dire, des bons photographes, il y en a plein. Et ils ne sont pas tous montrés.
Et j'en connais même des très très bons qui ont été primés, prix de la vie de la Médicis, tout ce que vous voulez, et qui galèrent ou qui, il n'y a pas forcément une suite derrière aussi. Hein. C'est très compliqué. Oui, mais enfin, c'est, je crois, le problème de l'art contemporain. Quand Oui, je oui, suis en train ouais. de lire un livre où l'auteur du livre dit que il y a des chefs-d'œuvre qui sont enterrés, quoi, puisque, Oui, oui. en plus, si on n'a pas une commande publique, on ne peut pas vivre. Ouais, Hein, ouais. Non, c'est compliqué, oui. Ouais. Et c'est compliqué. Ouais. Mais il ne faut pas désespérer. Non, Enfin, non. vous êtes déjà connu. Oui, un petit peu. D'accord. Non, mais c'est pour ça que j'ai aussi choisi, parce que j'ai une famille aussi, j'ai choisi d'avoir un métier à part pour vivre et je fais ça à côté. Et c'est un métier qui a un rapport avec la photo? Du tout, je suis chauffeur routier hein, en ce moment, donc. Mais Oui. j'ai fait des tas de métiers. Ouais. Oui, Voilà. oui. Mais Ouais, ouais. bon, mais dans le fond, ça vous laisse aussi une liberté pour faire la photo que vous voulez, quoi. Oui, déjà une liberté d'esprit déjà, parce que quand je conduis, je suis quand même, Oui, oui. je peux même penser à la photo, c'est pas. Philippe, vous me disiez que c'était très difficile d'avoir un regard sur votre propre travail et c'est pour cela que vous aimez le montrer pour avoir un retour. Quand je fais une photo, je suis présent, hein, j'ai tout le contexte en moi, je suis présent au moment de la prise de vue. Je peux passer beaucoup de temps au laboratoire pour la développer. Et donc, ensuite, j'ai des tas et des tas de photos. Et, et, et souvent, c'est dur d'avoir un propre regard sur son propre travail, je trouve. Je trouve qu'on doute, enfin du moins je doute beaucoup sur le résultat de mes images. Donc je fais toujours un tri assez sélectif et sur ceux qui restent, j'aime beaucoup le montrer à certaines personnes qui connaissent déjà mon travail et qui connaissent la photographie. Je trouve qu'il y a un côté très rassurant à ça. C'est très rassurant quand on nous dit que c'est bon, quoi. Oui, voilà, ça vous conforte. Voilà, ça conforte. Voilà. Parce que c'est vrai que souvent, mais ça depuis que je fais de la photographie, il y a toujours des grandes périodes de doute. Des fois, on est sur un nuage, on trouve on est très fier de soi, et puis il y a toujours la fois d'après, ça va pas. On trouve qu'on a mal fait, qu'on aurait dû faire plus comme ci ou plus comme ça, et voilà. Mais c'est comme ça que le travail évolue aussi. Et vos enfants, est-ce qu'ils seront photographes? Alors, je ne sais pas. L'aîné fait de la musique, il adore la musique, il fait de la musique baroque maintenant. Il a fait de la trompette et de la trompette. Maintenant, il fait de la trompette baroque au Conservatoire de Toulouse. La photo, je pense pas qu'il en fera. Et le second s'est intéressé à la photo petit, mais là, c'est le sport maintenant. Et le troisième, oui, alors lui, c'est pas la photo, mais c'est beaucoup le dessin. Il dessine énormément. Voilà. Donc, on verra plus tard ce que ça donne. Il est jeune encore. Hein. Mais dans votre famille, il n'y avait pas d'artistes? Non. J'ai un frère, un de mes frères qui est trompettiste. C'est le seul. Sinon, il n'y a Oui, non. pas d'artiste. Mon père s'intéressait beaucoup à tout ce qui était musique et peinture, mais il était absolument pas, il pratiquait pas, quoi. Ouais. Bon, mais merci Philippe pour cet entretien si riche. Je suis très émue de vous retrouver tel que je vous ai connu il y a 25 ans. Votre modestie et votre bienveillance vont de pair avec une grande sensibilité qui elle-même sous-tend un talent certain. Hein. Vous savez partager votre passion. Merci encore d'avoir permis aux auditeurs de l'Université du Temps Libre de mieux vous connaître. Et je vous souhaite le succès que vous méritez. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous.